Salut les devins, c'est Saikyo, il est l'heure pour moi de vous proposer ma review de l'épisode 125 de Dragon Ball Super, avec une hype gigantesque pour moi, autour du personnage de Toppo Akaishi, vraiment un truc de fou. Mais avant ça les devins, je sais que vous avez beaucoup aimé l'application dont je vous avais parlé il y a plusieurs mois en arrière, la fameuse application Amino pour iOS et Android, totalement gratuite et sans aucune publicité. C'est une communauté manga qui met en avant en fait vos contenus et vos partages dessus, tout ce qui est fanart, quiz, chat, etc. En parlant de chat, il y a aussi des fils de discussion en public sur des sujets un petit peu ouverts, genre Dragon Ball Super, etc. Vous pouvez bien sûr de manière un petit peu plus classique discuter en privé avec les gens que vous suivez ou vous ne suivez pas, tout ça. Et je sais, je vous ai vu qu'il y en a beaucoup dans ma zone commentaire qui aiment le roleplay, le RP, je vous ai vu là, les Daishinkan, les Goku-san et Vermouth-sama. Et souvent vous ne savez pas trop où faire ce genre de jeu, etc. Là-bas vous aurez aussi un espace pour vous amuser comme ça. Donc les devins, je vous invite à aller sur l'application, je vous laisse aussi un petit sondage sur la fin de Dragon Ball Super. Je remercie énormément Amino App d'avoir sponsorisé cette vidéo là, et je vous mets bien sûr tous les liens de téléchargement en haut de ma description. Les devins, maintenant pour revenir dans la review, tout simplement j'ai adoré cet épisode. Attention, il avait ses défauts, c'était pas le meilleur du tournoi du pouvoir et encore moins de Dragon Ball Super, c'est clair et net. Un épisode qui te fait pas trop réfléchir, et des fois c'est pas plus mal. Vaut mieux un épisode cool et fun qui te fait pas réfléchir plutôt qu'un épisode qui te fait réfléchir mais qui va te faire rendre compte que la réflexion proposée n'est pas bonne. Donc oui, le travail au niveau de l'action a été parfaitement réalisé, je trouve, même si je dois avouer que la première moitié d'épisode était quand même un petit peu longue, ça faisait tirer un petit peu les scènes et tout ça, je pense que vous l'avez remarqué. On a mis du temps quand même à en arriver sur le Toppo Akaishi, même si ce qui nous était proposé était cool parce que les combats étaient classe, etc., parce que l'animation et les dessins étaient d'un très bon niveau. Encore une fois, il y avait des passages où c'était pas très joli, mais les passages où c'était pas très joli étaient assez rares dans l'épisode quand même. Au final, on s'y attendait un petit peu, mais tout le combat Goku-Vegeta contre Jiren n'a pas servi à grand chose. Pourtant, il y avait des scènes très très cool, comme par exemple quand Goku s'est mis à gripper bien Jiren contre lui, que Vegeta a tiré un Final Flash, c'était extraordinaire cette scène. Le truc quand même, c'est qu'on se rendait compte que c'était juste un truc pour meubler, pour faire joli, vous voyez, c'était pas plus que ça. On savait que Vegeta n'allait pas en finir avec Jiren maintenant. D'ailleurs, ça aurait été cool ça, comme fin, une fin un petit peu comme le combat contre Raditz, avec Piccolo, bien sûr, le Macaco Sampo qui a tué Goku et Raditz. Vous imaginez un Final Flash qui carbonise Jiren et Goku? Ça serait extraordinaire. Mais voilà, on ne s'attend pas à ce type de fin-là pour le tournoi du pouvoir, ni pour le combat Goku-Vegeta contre Jiren. Mais bon, je vais vous dire, quitte à avoir des scènes qui ne servent à rien et qui sont là que pour meubler, autant qu'elles soient jolies, autant qu'elles nous fassent un plutôt bon divertissement, et c'était le cas, clairement. En parlant de longueur, et ça aussi c'était prévisible, je sais pas si vous avez vu ma review du futur, j'en parlais beaucoup, du fait que ça traînerait aussi en longueur par rapport aux échanges entre Toppo C17 et Freezer, et vraiment en particulier la partie Toppo C17. Eh bien c'était complètement le cas, l'action était réussie, les vagues de ki, etc., un petit peu comme des torpilles on va dire, de la part de C17, étaient bien réalisées et tout ça, mais c'est vrai que tout ça on aurait pu le faire beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement, je suis totalement d'accord. Mais à part ça, où est-ce que tout ça nous a amené? Tout simplement pour nous faire comprendre déjà que C17 avait un plan qui se basait sur son énergie limitée. C'est vrai que c'était un petit peu osé de parier un plan sur ça, mais en même temps C17 est obligé de faire avec les moyens du bord. Donc il s'est dit pourquoi pas retenir Toppo, peut-être même arriver à le pousser de temps en temps. Mes vagues de ki ne lui font pas bien mal, mais elles arrivent à le retenir. Il ne reste que quelques minutes à peine dans le tournoi du pouvoir. Moi j'ai une énergie limitée, alors je laisse mes collègues Goku et Vegeta se taper contre Jiren en espérant qu'ils gagnent. Moi je leur retiens Toppo, comme ça ils sont pas emmerdés ou quoi que ce soit. Et en plus il y a Freezer qui traîne par-ci par-là, il aidera sûrement quelqu'un d'un côté ou de l'autre. Le plan en soi de C17 est loin d'être bête, c'est juste qu'il manquait de puissance pour pouvoir vraiment le tenir. En tout cas, j'ai beaucoup aimé aussi la mise en scène, quand on voyait directement avec l'œil de Toppo ce qu'il voyait, j'ai trouvé ça cool. On voyait aussi depuis l'œil de C17, enfin j'ai beaucoup aimé ces plans en première personne, vraiment. Derrière, eh bien, on se lance dans la vague de ki, contre vague de ki de la part de Toppo et de C17. J'ai beaucoup aimé la manière dont Toppo a chargé sa vague de ki. Déjà, il a augmenté son aura. Vous avez vu le gros aura flambante rouge autour de lui. Après, il a fait des poses un petit peu bizarres, mais que j'ai beaucoup aimé pour envoyer sa grosse boule d'énergie. C17, lui, il a fait ce qu'il a pu, et c'est vrai que c'est même un petit peu, pas abusé, mais peut-être un petit peu trop quand même, cette mise en avant de C17. Et justement, je vais faire un reproche qui n'est pas dû à cet épisode-là, mais qui est dû au tournoi du pouvoir en soi, c'est qu'on n'arrête pas de nous vendre le dépassement des limites. Alors moi, c'est quelque chose de très bien, et quelque chose que j'adore. Et je vais vous le dire, moi je suis quelqu'un qui adore la précision sur les niveaux de puissance, et ça me choque quand je vois quelqu'un qui a un niveau trop faible, battre quelqu'un qui est trop fort ou lui tenir tête. Comme par exemple là, C17 qui tient un petit peu trop longtemps, je trouve, face à Toppo. Mais écoutez-moi bien, je vais aussi vous dire une chose, c'est que ça, ces défauts-là, je suis prêt à les oublier, si derrière ça nous apporte quelque chose. Si par exemple ça fait tourner le scénario, si par exemple
ça permet d'atteindre un objectif qui est par exemple le dépassement des limites. C'est la thématique de l'arc en quelque sorte, donc pourquoi pas avoir un C17 qui va plus que dépasser, outrepasser ses limites, les fracasser, les exploser, et tenir tête. L'espace de 4-5 secondes face à Toppo, c'est rien d'énorme non plus. Après, Toppo a quand même pris le dessus, il faut le dire. Toppo a largement dominé C17, ça ne fait nul doute, donc en soi, c'est pas plus mal. Donc, où est mon reproche par rapport au tournoi du pouvoir? C'est que tu nous vends des dépassements de limites. Alors pourquoi est-ce que tu ne le fais pas pour tout l'univers 7? On dirait que c'est du dépassement des limites, mais à la carte, quand ça les arrange. Parce que Goku dépasse ses limites, il n'arrête pas de le faire. J'ai même pas besoin de vous expliquer pourquoi ou comment. Vegeta, qui suit un petit peu la même lignée. Krillin a été le premier éliminé. Il a pas fait un truc de ouf, mais il s'est quand même dépassé. Vous voyez ce que je veux dire? Il a fait des choses, il a enchaîné des combats, etc. Il a fait de belles choses. Tenchin Han, il a pas fait un truc de ouf non plus. Mais on a senti qu'il a été poussé jusqu'à ses derniers retranchements. Kame Sennin, ça a été un des plus beaux dépassements de limites dans ce tournoi du pouvoir. En termes de dépassement de limites, si je devais faire un top 3, ça serait Goku, Kame Sennin, Vegeta pour le moment. Sûrement que Vegeta prendra la deuxième place suite à l'épisode 126. Mais pour vous dire que même un personnage qui est devenu beaucoup plus secondaire comme Kame Sennin a énormément dépassé ses limites. Alors où est le problème? Eh bien tout simplement, ma question, monsieur de la Toei là, je suis sûr que vous m'écoutez pas. Mais bon, on va leur parler quand même. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait ça pour Piccolo et pour Gohan? Comme je l'ai dit, on le sait que Piccolo et même que Gohan et C17 vont se faire éliminer, enfin se sont fait éliminer Piccolo et Gohan, et on sait que C17 va sortir. Et pourtant, regardez comme il brille. Et voilà, je prends aussi C18, regardez ce qu'elle a fait, elle a dépassé ses limites avant de dégager. Donc pourquoi les personnages mythiques de la série Dragon Ball que sont Piccolo et Gohan n'y ont pas eu droit à ce putain de dépassement de limites? Je ne pourrais pas vous le dire. C'est quelque chose que je voulais, que j'attendais, je suis sûr que vous aussi l'attendez beaucoup. Que Gohan se fasse éliminer ou pas, je m'en fous. Que Piccolo se fasse éliminer ou pas, je m'en fous aussi. Mais respecte cette logique qui a été donnée à tous les personnages de l'univers 7 de dépasser leurs limites. Même C17 y a droit, alors que le bonhomme, on nous le ressort depuis des dizaines et des dizaines d'années que l'on ne l'avait pas vu dans la série. C'était pas un personnage que les gens réclamaient plus que ça. Enfin, vous voyez, au moment de lancer le tournoi du pouvoir, les gens parlaient tous d'un retour de Mirai Trunks. J'ai vu personne me dire j'aimerais que C17 revienne. Je trouve que le retour de C17 est un bon choix, mais ce que je veux dire c'est qu'on n'était pas là à le demander particulièrement. Et pourtant, ce personnage oublié, eh bien, on lui donne une mise en avant de cinglé, un dépassement des limites continuel, et ça va continuer encore 1, 2 épisodes, voire 3, quelque chose comme ça. Donc, que C17 dépasse ses limites, ça ne me dérange pas, mais si tu le fais pour beaucoup de personnages, tu le fais pour tous, et surtout pour des personnages mythiques comme Piccolo et Gohan. À la limite, Krillin et Tenchin Han ne se dépassent pas, c'est pas grave, même si j'adore Krillin, mais bon. En tout cas, oui, c'est le petit coup de gueule que j'ai à vous donner par rapport à l'arc, pas par rapport à cet épisode. C'est quelque chose que j'aurais apprécié et adoré voir, mais malheureusement, ça n'a pas été fait, et ça me saoule un petit peu. En tout cas, ça n'empêche pas que cet épisode était un vrai régal, un vrai plaisir pour moi à regarder. Et du coup, sur cet échange de vagues de ki, eh bien, on en vient sur une scène qui était assez prévisible aussi, si vous avez vu la preview. Tout simplement, Golden Freezer qui se ramène. Toujours des scènes très classes, j'adore les poses que prend Freezer, sa manière de parler, de s'exprimer, tout ça. J'adore vraiment. Je sais que beaucoup d'entre vous aimaient beaucoup la manière de parler de Zamasu. Ben moi, c'est celle de Freezer que j'aime beaucoup, parce que malgré qu'il soit la pierre crasse de l'univers, il a une manière de parler qui est limite très soutenue, et je pense que vous l'avez remarqué. Et je trouve ça assez drôle, et ça contraste beaucoup avec sa façon de penser. Il parle presque comme un noble, le gars, c'est un petit peu bizarre, alors que c'est la pierre des pourritures. Donc vraiment, j'aime beaucoup la manière dont il est mis en scène, ce personnage-là. Et il se met à tirer des tas de rayons de la mort dans le dos de Toppo. Il se moque de Toppo. Et au final, je pense que beaucoup d'entre vous ont trouvé ce moment très beau, très joli, les couleurs et tout ça, mais très long. Et je pense que vous avez raison. On en arrive, et nous dans la review on va aller un petit peu plus vite, jusqu'au moment où Freezer, à force de se moquer de Toppo, finit par lui envoyer une vague de ki un petit peu finale dans son dos, jusqu'au moment où Toppo finit raide au sol. Juste avant de s'écrouler, on voit qu'il a même plus de pupilles, vous voyez, donc ça va vraiment loin. Sauf que Toppo se relève, il est un petit peu comme possédé. Regardez, ce plan, j'ai trouvé vraiment magnifique, j'ai trouvé ce plan-là, là, le Freezer en contrebas, avec le Toppo qui le surplombe et tout comme ça, ouais, j'ai trouvé ça excellent, vraiment. Et on sent toute la force du moment, et j'ai vraiment adoré, en plus derrière la caméra qui change, derrière la tête de Toppo, et on voit Freezer qui est toujours moqueur, qui ne comprend pas ce qui se passe. Donc c'est vrai que beaucoup de monde idéalisait le personnage de Freezer en tant que combattant, même moi un petit peu, que Shin Golden Freezer est extrêmement puissant, mais ses capacités d'analyse du combat ne sont pas aussi pointues que l'on pourrait le penser. Parce que là, il y a tout le monde qui s'est rendu compte que Toppo était en train de devenir un barjo, mais il y a que Freezer qui le sous-estimait. Ça a même coupé le combat entre Vegeta, Goku et Jiren. C'est vraiment un truc de fou. À partir de ce moment-là, les devins, on a eu une information très intéressante de la part de Shin, notre Kaioshin de l'univers 7, nous disant tout simplement que le ki de Toppo est très similaire à celui d'un dieu. Et derrière, en plus, on a Vermouth qui surenchérit en disant « Oui, c'est ça, éveille-toi ce pouvoir ».
Clairement, et on a eu d'autres indices dans l'épisode, Toppo n'est pas encore totalement un dieu de la destruction, mais il est en train de s'éveiller, enfin je sais pas, il doit y être à 80%, vous voyez, ça veut rien dire les pourcentages, mais c'est pour vous donner une idée, parce que Shin a bien dit que son ki est très similaire. Il n'a pas dit « Oh, mais c'est le ki d'un dieu ». Non, il a dit « c'est similaire ». Donc on est encore dans la transition pour que Toppo soit un dieu, mais il ne l'est pas encore bien. C'est vraiment ça que j'ai compris de l'épisode, surtout si vous avez les bonnes traductions. J'insiste toujours, et je le ferai toujours sur ça, les traductions de qualité c'est primordial. Et pendant que Toppo est en train de s'exciter de son côté, de faire, voilà, de power-up, de devenir musclé aussi, ça c'est un petit peu bizarre, le fait de devenir un dieu de la destruction te rendrait plus musclé ou quelque chose comme ça, parce que c'est bizarre, Toppo était quand même un petit peu gras, vous avez vu, ce qui ne l'empêchait pas d'être puissant et rapide, hein, mais en tout cas il l'était. Et là, d'un coup, il passe à super baraque, super musclé et tout. C'est quelque chose de bizarre, vraiment, ce changement physique chez Toppo, parce que j'ai pas l'impression que les autres dieux de la destruction ont eu un changement physique quand ils sont passés de mortel à dieu. C'est peut-être la situation qui fait que Toppo change, peut-être. Ou alors, certains d'entre vous me diront peut-être que le changement physique n'est pas le même pour tous. D'autres peuvent devenir gros, peut-être Champa. D'autres réagissent en devenant maigres, Beerus, enfin... Ou alors d'autres ne réagissent pas, enfin, vous voyez, on ne sait pas. Mais c'est vrai que la manière dont on nous l'a montré, c'est un petit peu bizarre. Et pendant tout ce temps-là, on voit vraiment qu'il y a un truc de fou qui se passe. Il y a même les logos de l'univers 11 qui apparaissent sur le torse de Toppo. Et Freezer ne panique pas, il se rend pas compte de ce qu'il se passe. Il a pas l'air même un tout petit peu inquiet. En fait, il se donne même pas le mal ou le besoin d'analyser la situation. Il est toujours moqueur, vous voyez, c'est vraiment bizarre. Il se sent supérieur, il se croit supérieur. Je trouve ça un petit peu bizarre venant du personnage de Freezer. Alors Freezer a toujours été comme ça. Mais quand il a vu débarquer Goku Super Saiyan, il a quand même un petit peu rapidement déchanté, il s'est mis un petit peu aussi à analyser son adversaire et tout ça. Face à Goku SSJ Blue, on a vu un Freezer qui était très moqueur, mais aussi qui analysait beaucoup son combat. Là, on avait juste un Freezer comme si c'était un débutant qui prenait trop la confiance. Bon, c'est sûrement un choix de la Toei, mais ça m'a un petit peu dérangé. Donc Toppo est là maintenant, torse nu, la scène était quasi la même que Goku qui est passé en Ultra Instinct. C'est une pure baraque de muscles maintenant, il y a plus du tout de gras, vous l'avez remarqué. On aimera ou on n'aimera pas le design. Moi j'aime beaucoup la manière dont le corps et tout ça est taillé du personnage, mais sa tête n'a pas forcément changé, vous voyez, il a toujours une tête de mec qui est un petit peu gras, je trouve, alors qu'il a un corps super musclé, je sais pas ce que vous en pensez. Sa tête c'est quasiment la même qu'avant, sauf qu'il a un regard sombre, enfin illuminé de mauve, mais les yeux voilà un petit peu sombres et tout ça. La couleur de peau qui s'est teintée un petit peu plus mat aussi, mais en soi je trouve que c'est toujours une même tête de Toppo, qui a pas séché ou quoi que ce soit, il a toujours des grosses joues et tout. Donc on dirait qu'on a fait un photomontage, on a pris la tête de Toppo, gros entre guillemets, et qu'on l'a posé sur un corps musclé, vous voyez, c'est assez drôle à voir. Sinon, en termes de physique, oui, vous avez été nombreux à me dire qu'il ressemblait beaucoup à Jinpachi dans Tekken. Moi je vous avais dit qu'il ressemblait aussi par exemple à Akuma de Street Fighter, mais maintenant que je l'ai vu en action, vous savez à qui il me fait penser? La manière dont il est taillé, la taille des épaules, alors avec le ventre très fin et tout ça, il me fait énormément penser dans Yu-Gi-Oh! Le dieu Obélisque le Tourmenteur. Je pense que ça va parler à certains, je vais vous afficher une image si vous connaissez pas. Je suis pas le plus grand expert de Yu-Gi-Oh! Mais en tout cas c'est un gros souvenir que j'ai des dieux égyptiens, ça c'est clair. Et il m'a directement fait penser à ce fameux obélisque. Vous me direz en zone commentaire ce que vous en pensez. Donc les deux, à partir de là, tout le monde s'émerveille des pouvoirs de Toppo, etc. Sauf Freezer, bien sûr. Je ne sais plus à quel moment de l'épisode, mais on va en parler maintenant, c'est pareil. On a Kai, Vermouth et Margarita qui s'expriment au sujet de Toppo aussi. On a Vermouth qui nous fait une phrase pour nous faire comprendre que Toppo n'est pas encore bien le dieu de la destruction de l'univers 11, mais que c'est quasiment tout comme. Et Vermouth finit même sa phrase en disant « Voici l'avènement du dieu de la destruction Toppo », avec Kai qui parle en disant qu'il est candidat au poste de Akaishin, et Margarita qui fait aussi une phrase en disant que l'on va enfin voir les fruits de l'entraînement qu'elle a donné à Toppo. J'ai trouvé cette phrase très intéressante qui peut aussi nous laisser présager pas mal de choses. Alors déjà intéressante parce que dans la version manga, je sais que vous l'avez tous lu, mais on nous avait dit que c'était Vermouth qui avait entraîné Toppo dans le passé, donc je suppose que c'est pas l'anime ou le manga qui ont raison, je pense que les deux ont raison. Ce sont aussi bien Vermouth et Margarita qui ont entraîné Toppo, ça ne fait aucun doute. Et d'ailleurs aussi une remarque, c'est que la façon de penser de Beerus et de Vermouth est très différente. Beerus est très fier, un petit peu comme un Vegeta. Il s'accroche à son poste de Akaishin, à son privilège, et il n'est pas prêt de vouloir le quitter. Et en plus, il s'accroche au fait qu'il est le numéro 1 en termes de combattant, du moins dans son univers. Donc, il ne veut absolument pas voir un Goku ou Vegeta le dépasser. Tandis que Vermouth, lui, il adore voir ses mortels le dépasser. Il est content que Jiren le dépasse, et il est encore plus content de voir un Toppo qui est en train de devenir Dieu, et en plus de le dépasser, vraiment petit à petit, ça va pas tarder. Donc cette philosophie est différente d'un univers à l'autre, mais forcément que c'est à l'avantage de l'univers 11, parce que si ton Dieu veut que tu le dépasses, ben forcément tu vas y arriver, alors que si ton Dieu veut que tu restes en bas, ben ça va te mettre des coups sur la tête, tu vas avoir du mal à monter. Et sinon ça, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, ben tout simplement le fait que oui, on pourrait s'attendre d'une manière ou d'une autre
même si je n'y crois pas trop, mais on peut garder ça en tête. Bon, déjà le fait que Toppo se mette à voler, étant donné qu'il se rapproche du statut de dieu, et les dieux n'ont aucune interdiction de voler sur le ring du tournoi du pouvoir, aussi bien les dieux de la destruction que les anges en fait. Mais l'autre chose aussi, c'est que côté univers 7, Beerus puisse céder son rôle de Akaishin à Goku ou Vegeta. Ou alors que un des deux, ou Végéto, enfin peu importe, s'éveille à ce statut un petit peu de dieu de la destruction, même sans le vouloir, mais par question de survie ou je ne sais pas quoi, c'est très possible. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qu'il garderait, parce que moi je vois pas Goku et Vegeta finir, de toute façon on a vu la fin de Dragon Ball Z, mais c'est pas dans l'esprit en tout cas des deux personnages de devenir des dieux de la destruction, des dieux, surtout pas du personnage de Goku, ça c'est clair et net. D'ailleurs je me pose une question, si Végéto devient dieu de la destruction, qu'est-ce qu'il en deviendrait? Enfin Végéto, il n'y a rien de confirmé, moi c'est juste une idée comme ça. Mais qu'est-ce qu'il deviendrait une fois le défusionné? Est-ce que le rôle retourne directement chez Beerus de dieu de la destruction, vous voyez? Parce qu'au final, Végéto n'est plus, et Végéto est un être à part, indépendant de Goku et Vegeta. Un être nouveau créé par la fusion Potara. D'ailleurs, je me suis dit un truc, tout le monde a vu cette image de Goku Ultra Instinct, je me suis dit, vous imaginez si le trailer, avec l'aura rouge, que l'on n'a encore jamais vu dans l'animé, Goku qui perd le haut du torse, ça serait Goku Akaishin, et il nous manque juste une seconde pour voir d'un coup apparaître sur son torse le logo de l'univers 7, pour bien sûr avoir une finale entre Goku et Jiren. Là, je suis en train de vous donner des idées auxquelles je ne crois pas vraiment. Mais bon, ça serait con de ne pas vous les partager non plus. Mais ce sont des choses auxquelles je ne crois pas, mais qui sont techniquement possibles. Vous voyez ce que je veux dire? Ça pourrait même être une vidéo, c'est cool pour ceux qui connaissent ce format sur ma chaîne. On poursuit, et maintenant que les explications sont données, on nous confirme maintenant que Toppo est entouré d'énergie du Hakai, d'énergie destructrice, de dieu de la destruction. C'est bien sûr Beerus lui-même qui le confirme. Donc en gros, ce que je comprends, c'est que Toppo est en train d'avoir les avantages d'être un dieu de la destruction, sauf qu'il n'en est pas encore vraiment un. Donc, du coup, au niveau du règlement du tournoi du pouvoir, ça passe, étant donné que Vermouth est toujours le dieu de la destruction en fonction pour l'univers 11. D'ailleurs, on nous a jamais dit s'il pouvait y avoir plusieurs dieux de la destruction pour un univers. Après tout, pourquoi pas? Et donc Freezer est toujours dans sa confiance et sa suffisance, et j'ai même envie de dire, même en voyant son rayon de la mort ne rien faire à Toppo, eh bien, il continue de penser qu'il peut gagner, il dit, même si tu es un dieu de la destruction, ça ne vaut rien face à Golden Freezer. Le mec est vraiment sûr de lui, et je pensais qu'il allait nous sortir quelque chose, mais en fait non, il s'est fait simplement éclater parce que, eh bien, Toppo lui a sorti son Hakai. Freezer s'est dit c'est la même chose que la dernière fois, sauf que là, le Hakai, il se l'est mangé, il se l'est bien bouffé. Donc déjà, ça nous fait comprendre que ce Hakai de Toppo était plus puissant que celui de Sidra. Attention, il faut pas prendre des conclusions bêtes, ça ne veut pas dire que Toppo est plus puissant que Sidra, même si je pense que oui. Mais c'est pas à partir de ça qu'on peut juger. Parce que Sidra avait dit, tiens, je te donne un petit peu de mon énergie de la destruction, vous savez, à son chien, je sais pas quoi, là, son garde du corps, enfin je sais plus, son espèce de soldat, là, bon bref. Donc on ne sait pas du tout, si Toppo concentre le maximum d'énergie du Hakai et Sidra fait la même chose, qui gagnerait? On n'a jamais vu les deux à fond, donc on ne peut pas juger. Même si je pense que Sidra était un des dieux de la destruction les moins forts, mais bon, on ne peut pas savoir. En tout cas, Freezer est tellement confiant qu'il pense pouvoir bloquer le Hakai de Toppo d'une seule main. Ça rappelle énormément la scène du Genki-Dama qui s'est pris sur Namek, du début jusqu'à la fin, clairement. Golden Freezer commence un petit peu à être stressé, à avoir peur, il essaye de mettre les deux mains, mais il se fait quand même aspirer, enfin en tout cas, la boule de Hakai commence à le traverser, à le consumer, ça explose, et même le ring du tournoi du pouvoir se pète en deux, oui, le ring est pété en deux. Il y a carrément le ciel du monde du vide qui change de couleur, ce n'est plus vert, mais c'est bleuté, il y a des couleurs dans tous les sens, un petit peu de mauve, je préfère très largement ce ciel. Le ciel vert, je vous l'ai jamais dit, mais ça commençait vraiment à me gonfler. Là, je trouve qu'au niveau couleur, faut plus changer, c'est parfait. J'ai vu une grosse rumeur de la part de beaucoup de fans qui disaient que le dernier ciel serait rouge. Franchement, moi, s'il touche plus, s'il laisse comme ça me va super. Les Zénos sont très contents, donc ça nous fait comprendre aussi vite fait que niveau du règlement, bon, ça passe, voilà. La scène était magnifique. Ça fait toujours bizarre de voir Freezer se faire défoncer, parce que là, on ne sait plus si on est pour lui, si on n'est pas pour lui, parce qu'on est pour l'univers 7. Mais est-ce qu'on est vraiment pour Freezer? Pas vraiment, vous voyez. Donc c'est ça qui est fort aussi. Le tournoi du pouvoir a beaucoup de problèmes scénaristiques, mais au niveau de Freezer, c'est quand même plutôt pas mal. Parce que tu es pour un méchant, tu vois, et ça c'est cool. Finalement, bon, ben Freezer est un petit peu mis de côté. J'aime beaucoup ces phases où Jiren ne s'exprime pas, mais il constate justement ce qu'il se passe. Il voit son confrère, entre guillemets, devenir Akaishin. Et à partir de là, ben forcément, la nouvelle proie de Toppo, c'est C17. Ça fait pas de surprise, ça. Et C17 comptait rester caché, mais il ne pourra pas. J'ai vraiment adoré à partir de ce moment-là de l'épisode, les tonalités de couleurs qui ont été données entre Toppo lui-même, le ciel, les attaques, les lueurs. Regardez à ce moment-là, quand C17 essaie d'attaquer Toppo, ça ne marche pas, à cause de la barrière de Hakai. Toppo qui n'arrête pas de dire que maintenant, pour atteindre ce niveau-là, il a fallu qu'il abandonne toute idée de justice et qu'il aille au-delà de tout ça. Il le dit, justice, le bien, le mal, je suis au-dessus de tout ça maintenant. Il est un dieu, et c'est ça que je vous disais dans différentes vidéos auparavant.
Les dieux n'ont pas des préoccupations de mortels. C'est pour ça que les dieux s'en foutent de péter un univers ou pas. C'est juste, est-ce que ça correspond à leurs critères de dieu? C'est ça qui se passe dans Dragon Ball Super. Et c'est ça aussi qui définit un Akaishin. Un Akaishin n'est pas bon ou mauvais, il n'est pas juste ou injuste. Il fait son boulot, c'est tout. Et c'était ça qui faisait que Zamasu était déviant, parce qu'il voulait sa justice. Et en plus, sa justice, elle était très conne. Mais rien que le fait de vouloir à tout prix la justice, Gowasu lui disait « La justice, ne la cherche pas, il faut laisser le monde tourner tel qu'il est. Nous, on surveille, on gère les débordements, mais pas plus. » Eh bien, toute personne qui ne peut pas se contenter de ça ne peut pas devenir, par exemple, un dieu de la destruction. À partir du moment où Toppo a abandonné tout ça, eh bien là, il a pu devenir un dieu de la destruction et s'éveiller au nouveau pouvoir. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé cette phrase de C17 en retour qui lui a dit « Oui, tu as raison ». Et que Toppo lui a dit quoi? Il a dit « Non, je me parle à moi-même ». J'ai l'impression que C17 s'approche de plus en plus de son dénouement, du moment où lui aussi va devoir passer à un niveau supérieur. Attention, il ne va pas devenir un dieu, mais en termes de psychologie, il va devoir mettre la seconde, on va dire, et qu'il va faire un sacrifice, ou vous voyez, bon, qu'il va faire une attaque qui va le foutre KO, il va faire quelque chose. Je le sens à la manière dont C17 parle, déjà, il n'a pas l'air d'avoir peur. Il a dit qu'il cherche toujours la faille sur Toppo, alors que vous avez vu le monstre que c'est. C17 garde énormément son sang-froid, même face à l'adversaire qu'il a. Il se bat contre un Akaishin en gros. Donc vraiment, je pense que C17 est en train de nous préparer quelque chose. On parle tous du plan de Freezer, mais pour le moment, Freezer est KO. Et C17, lui, je pense qu'il a vraiment un plan qu'il est en train de monter. À partir de là, vous enchaînez les scènes magnifiques, avec la petite moustache volante de Toppo et tout. Non, je rigole, mais c'était superbe à voir. L'enchaînement des Hakai de la part de Toppo, avec en plus cette tête de Beerus qui dit « Enfuis-toi » et tout ça. J'ai vraiment beaucoup aimé tout ça. Jusqu'au fameux retour de Freezer, qui revient exactement de la même manière que sur Namek, la même pose, tout exactement pareil. Il a même perdu sa forme Golden, et à partir de là, vous pouviez comprendre que c'était foutu pour lui. Toppo lui dit « Allez vas-y, tu es revenu encore m'emmerder, envoie-moi tout ce que t'as et après on n'en parle plus ». Toppo voulait en fait tuer psychologiquement Freezer, c'est ça qu'il a voulu faire. Et c'était un très bon plan parce que Freezer a mis sa plus grosse attaque, bon il n'était pas en Golden mais il a mis tout ce qui lui restait, il a fait sa plus grosse boule de la mort, et Toppo il a envoyé sa plus petite boule de destruction. Et juste avec ça, il a complètement défoncé la boule de la mort de Freezer, il est allé, il l'a fracassé, il a tapé dedans, il a tapé dans le ventre, il a complètement éclaté. Freezer s'est fait déboîter comme jamais, hein, je pense que vous l'avez remarqué. Et Toppo se retenait vraiment parce qu'il l'a dit lui-même, je ne peux pas te tuer. Freezer qui se fait éclater la tête, on avait l'impression que son squelette, même au niveau des os et tout, était en train de se faire aplatir. Freezer a dû avoir la souffrance maximale, sincèrement. En tout cas, Toppo essaye quand même d'éjecter Freezer, il lui met un coup de pied un petit peu à la va-vite, sauf que C17 le sauve. Et la double humiliation pour Freezer, c'est que, en plus de se faire défoncer, il se fait voler sa réplique favorite parce que C17 a dit « Oups, ma main a glissé quand il a sauvé Freezer ». Donc Freezer est vraiment au plus bas qu'il ne l'a jamais été. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi en cette fin d'épisode, c'est Beerus. Beerus qui a analysé le personnage de Toppo et qui a trouvé la faille. Une faille, oui et non, parce qu'en fait, la faille pour le moment, c'est que Toppo n'est pas, comme je vous l'ai dit, vraiment un pur Akaishin et qu'il ne maîtrise pas complètement ses capacités. Et contrairement à un Beerus qui te fait du Hakai instantané, même Sidra le faisait, vous voyez. Je sais que beaucoup de gens vont penser que Toppo est supérieur à Sidra, mais rappelez-vous, Sidra il était capable de Hakai en un instant, alors que Beerus le dit clairement. Toppo a un défaut, c'est qu'il a besoin de temps pour charger son énergie de la destruction. Donc déjà, juste en ça, il n'est pas parfait comme dieu de la destruction, et c'est tout à fait logique vu qu'il ne l'est pas encore. Comme je vous l'ai dit, moi si je devais mettre un pourcentage, ce serait un bon 80% pour Toppo. Et il y a quand même 20% qu'il faut de finalisation et de maîtrise, et c'est très important. Donc ça c'est une belle faille à exploiter, et c'est ça que C17 recherche, des failles. Sauf que comme le dit Gohan, eh bien Toppo est entouré de son énergie de la destruction en continu, même quand il est en train de charger son énergie, c'est là l'ouverture. Eh bien il y a quand même une porte qui se ferme à cause de son énergie de la destruction tout autour de lui. Donc si vous voulez mon avis sur comment battre Toppo, eh bien je pense qu'il va falloir mettre à profit ces deux choses. Le fait qu'il a besoin de charger et qu'il a une barrière de destruction autour de lui qui pète tout ce qui passe. Tout simplement pourquoi ? J'ai remarqué un truc, c'est que sa barrière de destruction, elle désintègre absolument tout. Les vagues de ki de C17, de Golden Freezer et tout. Alors que vous avez remarqué le Hakai de Toppo, qui ne tue pas et ne désintègre pas, vous allez voir où je vais en venir. Quand Toppo fait son Hakai, une boule d'énergie, il arrive à le doser pour ne pas tuer. Le Hakai c'est une énergie de la destruction, mais si tu n'en mets pas suffisamment, ça ne détruira pas. Comme par exemple à l'époque avec Freezer et Sidra. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui avec Toppo. Et en fait là l'idée que je viens de vous donner, c'est tout simplement que le Hakai qui entoure Toppo est beaucoup plus fort et beaucoup plus destructeur que le Hakai qu'il envoie avec ses mains. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il n'a pas l'air vraiment de contrôler le Hakai qui l'entoure, qui lui sert de protection, alors que le Hakai qu'il balance, il contrôle plus ou moins la puissance qu'il met dedans. Et bien justement,
Rappelez-vous, Toppo a bien dit à Freezer qu'il ne le tuera pas sinon il se fait disqualifier, et son univers risque même de se faire détruire. Donc moi j'ai une idée qui se base sur le culot. Foutu pour foutu, étant donné que Toppo a l'air imprenable et que Jiren est un monstre aussi, est-ce qu'il ne faudrait pas tenter une sorte d'attaque suicide contre Toppo, mais qu'il n'en serait pas vraiment une? Je vais vous expliquer. Si tu fonces sur Toppo, que tu t'approches de lui au corps à corps, et que tu fais en sorte de le toucher, la logique c'est que s'il ne désactive pas son bouclier, son Hakai pardon, eh bien tu vas te faire détruire. Donc dans ce cas-là, il se fera disqualifier. Donc déjà c'est un bon truc pour l'univers 7 si ça se base comme ça, mais l'univers 7 perdrait un combattant, ça c'est clair et net. Ou alors, deuxième solution, c'est que tu t'approches de Toppo, tu joues le culot encore une fois, tu lui fais croire que tu vas foncer dans sa barrière de Hakai, sauf que Toppo, in extremis, va arriver à enlever sa barrière, et là tu le tabasses au corps à corps. Bon, faut avoir la puissance pour le tabasser, mais un Vegeta peut tout à fait faire ça. Et là, au moment où il enlève sa barrière, tu lui rentres dedans, tu vois, parce que Toppo ne pourra pas te toucher avec sa barrière, il fait le beau. Il détruit des rochers, il détruit des vagues de ki, tout ça, mais sur un humain, sur un mortel en tout cas, il ne peut pas le toucher sinon il va le détruire. Donc je pense que la faille est peut-être là. Utiliser sa force comme une faiblesse et ça pourrait être intelligent. Et comment se rapprocher de lui? Eh bien tout simplement pendant qu'il charge son énergie du Hakai. Pendant qu'il est en train de charger, tu t'approches le plus près de lui, il va se rendre compte que tu vas le toucher, ben là voilà, une des deux options que je viens de vous dire va se réaliser. Dites-moi en zone commentaire vraiment ce que vous en pensez. Donc les devins, l'épisode se finit sur ça, avec une action de C17 que j'ai un petit peu du mal à comprendre parce que il balance une vague de ki tandis que Toppo lui balance une vague de Hakai. Normalement l'issue du combat est déjà déterminée, hein. Mais comme je vous l'ai dit, je reste confiant sur le fait que C17 a une idée, peut-être celle que je viens de vous dire, peut-être que c'est Vegeta qui aura l'idée que je viens de vous dire, enfin peu importe, on verra bien, j'espère que vous avez autant apprécié cet épisode que moi. Malheureusement, il ne reste plus que 6 épisodes avant la fin de Dragon Ball Super. On se reparle très vite en tout cas pour le prochain, le fameux 126 avec ma review du futur. D'ici là, j'espère vous retrouver très nombreux au niveau des soutiens, les fameux likes, les j'aime. C'est super important, c'est vital pour le youtubeur, je vous en remercie déjà d'avance. Prenez tous super bien soin de votre futur et à plus pour le prochain Zard Divinatoire.